Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La commission parlementaire de l'éducation décide de légaliser les attestations octroyées aux élèves de 3e et de terminale face au boycott du comité de coordination syndicale sur la correction des examens officiels. Le Pentagone annonce avoir achevé la destruction des armes chimiques syriennes les plus dangereuses en Méditerranée. D'anciennes usines de production d'armes chimiques doivent encore être détruites en Syrie. Le Haut-Commissariat aux réfugiés s'apprête à lancer une vaste opération humanitaire pour les 500 000 déplacés du nord de l'Irak. Des tentes et des vivres vont être acheminés par avion à Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Et à suivre également dans ce journal, bande de Gaza, accord in extremis entre les représentants israéliens et palestiniens, réunis au Caire pour prolonger de 24 heures le cessez-le-feu en vigueur. Objectif, poursuivre les négociations. La commission parlementaire de l'éducation a décidé ce mardi de ne pas revenir sur la décision de donner des attestations aux élèves qui ont passé les examens du bac et du brevet. Samedi, le ministre de l'Éducation avait pris la décision de remettre des attestations aux élèves. Elias Boussarab avait dit refuser qu'ils soient pris en otage par le comité de coordination syndicale qui continue de boycotter la correction des examens officiels jusqu'à ce que le Parlement adopte la grille des salaires. Le ministre dit ne voir que l'intérêt des élèves, affirmant que la légalisation des attestations a un effet rétroactif. Le juge d'instruction militaire a reporté l'interrogatoire de Ahmad Jomra. Il est accusé d'appartenir à des organisations terroristes armées, à savoir l'État islamique et le Front al-Nosra, et d'avoir mené des actions terroristes à Hersel en s'attaquant à l'armée et à ses barrages. La cause de ce report, son avocat n'aurait pas préparé les éléments de défense. C'est l'arrestation de Jomra au début du mois qui a déclenché les combats meurtriers contre l'armée libanaise. Les djihadistes retiennent toujours en otage plusieurs soldats et agents des forces de sécurité intérieure depuis leur retrait de cette localité de la Bekaa, frontalière de la Syrie. Pour relâcher les militaires, ils réclament la libération de prisonniers islamistes, dont Jomra. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire a lui engagé des poursuites à l'encontre de Hussein Hussein, le gérant du compte Twitter de la brigade des sunnites libres de Baalbek. Il est accusé d'avoir créé le compte et de l'avoir utilisé pour menacer des personnalités politiques et sécuritaires, ainsi que l'armée libanaise. Le dossier a été transféré au juge d'instruction militaire. Arrêté jeudi dernier à Baalbek, le jeune homme de 19 ans aurait avoué appartenir au Hezbollah, mais a démenti tout lien du Parti de Dieu avec les brigades des sunnites libres. Walid Jumblatt appelle les partis libanais à s'unir pour faire face aux dangers terroristes et sauver le Liban. Dans des propos à la presse, il estime que le terrorisme de l'État islamique constitue une menace existentielle, non seulement pour le Liban, mais pour tous les pays de la région. Le chef du Parti socialiste progressiste souhaite que tous les responsables libanais prennent conscience de l'ampleur de ce qui se passe. Le leader druze a exhorté les dirigeants à mettre leurs différences de côté et trouver un terrain d'entente. Les États-Unis ont fini de détruire les armes chimiques syriennes les plus dangereuses à bord d'un navire spécialement équipé en Méditerranée. L'annonce a été faite par le Pentagone qui a précisé que le navire se rendra au cours des 2 prochaines semaines en Finlande et en Allemagne pour y décharger les résidus qui seront traités comme des déchets industriels. Damas a remis son arsenal chimique à la communauté internationale pour éviter des bombardements américains et français. Washington et Paris accusent le régime Assad de l'avoir utilisé contre sa propre population. Plus de 580 tonnes de DF, un agent précurseur du sarin, et 20 tonnes de HD, composantes du gaz moutarde, ont été détruites à bord du Cap Ray à l'aide d'un système par hydrolyse. D'anciennes usines de production d'armes chimiques doivent encore être détruites en Syrie. On reste en Syrie où, selon des chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'État islamique aurait recruté plus de 6 000 hommes le mois dernier, jusqu'ici évalués à 15 000 combattants. Les effectifs du mouvement djihadiste n'ont jamais progressé aussi vite. Toujours selon l'OSDH, 1 millier de ces nouvelles recrues viennent de l'étranger. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés a annoncé le lancement d'une vaste opération humanitaire pour les 500 000 déplacés du nord de l'Irak. À compter de demain et pendant 4 jours, des tentes et du matériel seront acheminés par avion à Erbil, capitale du Kurdistan irakien autonome. Puis, dans les 10 jours suivants, des convois routiers partiront de Turquie et de Jordanie, tandis que des bateaux appareilleront de Dubaï. Le HCR parle d'une crise majeure en Irak.
Selon le porte-parole de l'organisation, il s'agit d'une initiative humanitaire très importante, certainement l'un des plus grands jamais entrepris. Le HCR estime qu'1,2 million de personnes ont fui les combats en Irak cette année, dont 200 000 qui avaient trouvé refuge dans le Kurdistan irakien jusqu'à ce que l'État islamique prenne la ville de Sinjar et ses environs en août. Sur le terrain en Irak, l'armée et les combattants kurdes ont repoussé l'État islamique dans le nord-est du pays. Le groupe, accusé d'exécutions sommaires, de viols et de persécutions, a profité du chaos politique dans un pays profondément divisé. L'armée américaine a multiplié les frappes aériennes, ce qui a notamment permis aux loyalistes de reprendre le contrôle du principal barrage du pays à Mossoul. Les forces kurdes combattent par ailleurs un petit nombre de djihadistes dans la localité de Tel Kaif, plus au sud-est. Et puis à Washington, Barack Obama a de nouveau appelé le Premier ministre irakien à former un gouvernement d'union nationale. L'État islamique menace tous les Irakiens et toute la région. Dans un instant, nous ferons le point sur la situation à Ferguson. Cette petite ville du Missouri a connu une nouvelle nuit de violence. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 16h40. Les armes se sont tuées à Gaza, mais toujours pas d'accord entre le Hamas et Israël. Les négociations se poursuivent au Caire et à Moscou. Les Palestiniens veulent la levée du blocus de la bande de Gaza, un port et un aéroport, la libération de prisonniers. Israël, de son côté, exige la démilitarisation du territoire palestinien et les corps de 2 militaires tués, mais aucun camp ne veut céder. Reportage. Le soleil se lève à Gaza où la trêve a une nouvelle fois été prolongée, cette fois de 24 heures. Les soldats de Tsahal et leurs chars stationnés de l'autre côté de la frontière demeurent en état d'alerte. Le Premier ministre israélien est catégorique, ses troupes riposteront en cas de reprise des tirs de roquettes et avec force. Benyamin Netanyahou l'a redit ces dernières heures, la priorité des négociateurs israéliens, c'est la sécurité d'Israël. Ce qui, au Caire, empêcherait pour l'heure la conclusion d'un accord de trêve, selon la délégation palestinienne. Nous ne sommes parvenus à un accord final sur aucun article. Dans chaque article, les Israéliens veulent une phrase ou un paragraphe ou une déclaration ou une phrase qui détruit l'accord et le rend inacceptable pour les Palestiniens. La délégation palestinienne est unie. Soit la délégation israélienne modifie son comportement si elle est sérieuse quant à la conclusion d'un accord, soit nous serons face à une impasse. Israël demande notamment des garanties sur le désarmement du Hamas qui contrôle Gaza. Les négociateurs égyptiens avaient proposé de repousser cette question à de nouvelles négociations qui auraient lieu dans un mois. Objectif, se concentrer sur l'aspect humanitaire du conflit. L'ouverture des points de passage entre Israël et Gaza pour permettre l'entrée de vivres et de médicaments, ainsi que du matériel pour remettre en état les hôpitaux de la bande palestinienne. Les autorités sanitaires de l'enclave ont rappelé l'un des enjeux majeurs des discussions en annonçant que le bilan humain de l'opération Bordure protectrice lancée par Israël le 8 juillet dépassait désormais les 2000 morts palestiniens. Nous voulons mettre un terme à cette situation, nous voulons être en mesure de vivre, d'être en mesure de retourner dans nos maisons, même si je dois monter une tente dans ce qui était autrefois ma maison, mais rester comme ça, sans abri, un jour je vais à une école, un autre à l'hôpital ou à la place de ma sœur ou à d'autres endroits. C'est très fatigant. Nous voulons que ça se termine. Notre région a été détruite. Nous n'avons pas de maison. Nous n'avons pas un abri. Les maisons sont devenues des cimetières. Nous voulons une solution. Pour faire avancer les discussions, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est attendu à Doha pour y rencontrer le chef du Hamas en exil, Khaled Mesh'al, ainsi que Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, l'émir du Qatar. Un autre déplacement, celui de Saeb Erekat, le négociateur en chef palestinien qui est à Moscou aujourd'hui, où il s'est entretenu avec Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe a redit le souhait du Kremlin de voir les négociations aboutir à une trêve durable.
En attendant, à New York, le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix au Proche-Orient, Robert Suri, a plaidé pour une prolongation de la trêve. Il a aussi réclamé une aide massive à la reconstruction de la bande de Gaza. Je suis persuadé que nous ne devons en aucun cas laisser Gaza dans l'état où ce territoire était avant les dernières tensions. Sinon, les restrictions sur les mouvements des biens et des personnes continueront à alimenter l'instabilité, le sous-développement et les conflits. Je crains que la prochaine escalade ne soit qu'une question de temps. À Yad Mordechai, un kibboutz situé à quelques kilomètres seulement de Gaza, les habitants expriment leur souhait que les négociations aboutissent à un accord durable. Un cessez-le-feu, je pense qu'il doit y avoir un long cessez-le-feu. Il y aura la paix ici, j'espère. Je pense que le cessez-le-feu est un bon moment pour les deux parties pour prendre une pause et réfléchir. C'est un bon moment pour s'asseoir afin de penser et non pas de tirer. De l'autre côté de la frontière, les Gazaouis profitent des dernières heures de la trêve pour flâner dans les rues, faire leurs emplettes au supermarché. Il y a aussi ceux qui savourent ces rayons de soleil sur la plage de Gaza pour tenter d'oublier la guerre, le temps d'une trêve. Nouvelle nuit de violence à Ferguson aux États-Unis, 10 jours après la mort d'un jeune noir abattu par un policier. Les manifestations ont de nouveau dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Des renforts ont été déployés dans la petite ville du Missouri. Les militaires de la garde nationale sont venus épauler les policiers. Selon la police, des tirs ont été entendus cette nuit. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Le ministre de la Justice, Eric Holder, est attendu sur place ce mercredi. Il a ordonné une nouvelle autopsie du corps de Michael Brown. Barack Obama est lui intervenu pour appeler à l'apaisement. En attendant les conclusions des enquêteurs, les manifestants qui se réunissent chaque jour réclament justice et demandent notamment l'arrestation du policier qui a tiré sur le jeune homme. Direction l'Ukraine où les forces gouvernementales et les rebelles pro-russes s'affrontent dans le centre de Louhansk, un des deux bastions séparatistes dans l'est du pays. C'est près de cette ville qu'un convoi de civils qui fuyaient les combats a été bombardé hier. Les deux camps se renvoient à la responsabilité des tirs. Un porte-parole de l'armée a déclaré que 15 corps ont été retrouvés sur le site du bombardement. Sur le front diplomatique, la chancelière allemande Angela Merkel est attendue en Ukraine samedi, à la veille de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Au Libéria, le gouvernement annonce avoir retrouvé les 17 patients porteurs du virus Ebola qui avaient fui un centre d'isolement. Leur camp, en banlieue de la capitale Monrovia, avait été attaqué par des hommes armés ce week-end. Ils étaient depuis activement recherchés. Par ailleurs, les autorités ont averti que ceux qui avaient pillé le centre avaient pris des matelas et des draps souillés. Une possible mise en quarantaine du quartier a même été évoquée. Le Libéria est le pays le plus sévèrement touché par l'épidémie devant la Sierra Leone et la Guinée. Pendant ce temps, les chercheurs travaillent sur des traitements. L'état de 3 médecins atteints de la fièvre Ebola et auxquels un traitement expérimental a été administré s'est amélioré de façon remarquable. Selon un dernier bilan de l'OMS, plus de 2200 cas ont été recensés, dont 1229 décès depuis le début de l'épidémie en mars dernier. L'attente avant la grande manifestation à Islamabad au Pakistan, les partisans de l'opposant Imran Khan entendent entrer dans la zone rouge, le siège du gouvernement. Depuis vendredi, ils paralysent la capitale pour chasser du pouvoir son rival, le Premier ministre Nawaz Sharif. L'ex-joueur de cricket tape fort, appelle à la désobéissance civile et démission des députés de son parti au Parlement. Une cause qui pour l'heure ne rassemble pas. Imran Khan n'a pas obtenu le soutien populaire qu'il souhaitait. Il est même désavoué par les milieux d'affaires et isolé sur la scène politique, car pas question de sacrifier l'économie ni de faire dérailler la démocratie. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La commission parlementaire de l'éducation décide de légaliser les attestations octroyées aux élèves de 3e et de terminale face au boycott du comité de coordination syndicale sur la correction des examens officiels. Le Pentagone annonce avoir achevé la destruction des armes chimiques syriennes les plus dangereuses en Méditerranée. D'anciennes usines de production d'armes chimiques doivent encore être détruites en Syrie. Le Haut-Commissariat aux réfugiés s'apprête à lancer une vaste opération humanitaire pour les 500 000 déplacés du nord de l'Irak. Des tentes et des vivres vont être acheminés par avion à Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Et puis dans la bande de Gaza, accord in extremis entre les représentants israéliens et palestiniens réunis au Caire pour prolonger de 24 heures le cessez-le-feu en vigueur.
Objectif, poursuivre les négociations. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.